De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daoud Attal et Gracien Roukindikiza sont toujours avec nous. Et la session du Parlement panafricain s'est ouverte ce 10 octobre à Sharm el-Cheikh en Égypte. Au cours des travaux, les parlementaires se pencheront sur les questions d'actualité pour le continent africain, à savoir le terrorisme, l'environnement ou encore le développement plus en général. Mais c'est surtout un véritable pouvoir législatif que réclame le Parlement panafricain. Voyez donc ce reportage qui a été réalisé par notre envoyé spécial en Égypte, Djibril Fofana. C'est par un acte solennel de prestation de serment de ses nouveaux membres que la session du Parlement panafricain s'est ouverte ce 10 octobre à Sharm el-Cheikh, en Égypte. Le Parlement panafricain compte 270 membres, représentant les 54 pays de l'Union africaine. Sa vocation est d'être un véritable organe législatif au service des populations. Mais pour cela, le protocole amendé de Malabo de juin 2014, relatif au Parlement panafricain, doit être signé et ratifié par au moins 28 États membres. Une étape qui donnera le la de l'appropriation du processus de l'intégration africaine par les populations à travers leur mandat. Quand un Parlement ne légifère pas, il ne peut pas s'appeler Parlement. Or, le Parlement panafricain, quand il avait été mis en place en 2004, on lui avait donné un mandat consultatif facultatif. Et ce protocole avait été révisé en 2009 et a été adopté en 2014 par les chefs d'État. Nous allons légiférer. Légiférer, ce n'est pas pour enlever ce qui a été déjà établi, mais c'est pour voter des lois qui peuvent s'appliquer à tout le continent africain. Et nous savons que les problèmes, parmi les problèmes qui minent le continent africain, il y a par exemple l'épineux problème du terrorisme, le problème de la libre circulation des personnes et des biens, le problème des changements climatiques et également l'épineux problème de la jeunesse. Fort de son slogan « Une Afrique, une voix », le Parlement panafricain est à présent dans une dynamique de vulgarisation de sa mission auprès des populations africaines. C'est ce qui justifie la volonté du président de l'institution de délocaliser les sessions du Parlement dans les différents pays du continent. Beaucoup de gens connaissent le Parlement européen, mais quand vous leur posez la question sur le Parlement panafricain, ils ne savent pas de quel Parlement il s'agit. Le rôle du Parlement panafricain, c'est de faire des lois comme tous les parlements, comme toutes les institutions parlementaires, mais actuellement, nous avons un rôle consultatif. Nous votons le budget de l'Union africaine et nous prenons des directives que nous envoyons à l'Union africaine. Cette session du Parlement panafricain coïncide avec le tricentenaire du Parlement égyptien. Elle est aussi célébrée conjointement avec le Parlement arabe. Toute une symbolique qui scelle l'ambition du Parlement panafricain d'être un pont entre les peuples d'Afrique, d'est à l'ouest, du nord au sud, pour relever tous ensemble les défis du développement du continent africain. Ce Parlement panafricain, on l'a bien vu dans ce reportage, c'est très bien expliqué, exige aujourd'hui un véritable pouvoir législatif et une plus grande autonomie. Manifestement, ça bloque puisque les chefs d'État de l'Union africaine ne veulent pas donner à ce Parlement ce véritable pouvoir législatif. Est-ce que ça veut dire que ce Parlement fait peur aux chefs d'État membres de l'Union africaine ? Vis-à-vis de la souveraineté nationale, sans doute. Je pense que c'est plus à démontrer que les Africains, en particulier les chefs d'État, veulent garder leur souveraineté et c'est ce qui bloque justement pour avancer vis-à-vis de cette unité africaine que chacun souhaite. Comme il y a une suprématie des lois internationales sur les lois nationales, en règle générale, si le Parlement africain, panafricain légifère, cela sera applicable au sein des États. C'est-à-dire que chaque État devrait, selon toute vraisemblance, traduire cette loi issue du Parlement panafricain au niveau de l'adapter au niveau des lois nationales. Et donc, à mon avis, ça fait quand même, je dirais pas que ça fait peur, mais ça fait réfléchir à deux fois les chefs d'État. Mais je terminerai juste sur une phrase en disant que aujourd'hui, c'est un Parlement panafricain. Ce sera vraiment intéressant et utile quand ce sera un Parlement africain tout court. Gracien, quel est l'intérêt d'un Parlement qui ne légifère pas ? Un Parlement consultatif, je pense, pour moi, je dirais c'est du gaspillage. C'est du gaspillage parce que, surtout que ces parlementaires, un pays envoie 5 parlementaires, 7 députés, déjà, nationaux. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir... Les chefs d'État ne devraient même pas avoir peur de ces gens-là, des décisions, parce que ce sont déjà des députés de la majorité qui se trouvent dans le pays, ce sont les mêmes qui ont été élus dans le pays. Si c'était des députés, des candidats, comme on fait en Europe, on vote pour les députés panafricains,
de cette façon-là, on pourrait dire au moins il pourrait y avoir des changements. Je vous coupe, hein, je vais revenir sur ce que vous dites, parce que justement le président du Parlement panafricain voudrait que l'élection des membres du Parlement, justement, soit faite au suffrage universel direct, pour que le député puisse se consacrer pleinement au Parlement panafricain, puisque comme vous le disiez, tous les députés qui siègent au Parlement panafricain siègent déjà dans leurs parlements nationaux, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de travailler dans les deux parlements, il faut le dire. Oui, surtout que nous les Africains, on a besoin d'avoir des gens qui se présentent sous leur nom, non pas protégés par un parti politique parce qu'il est au pouvoir ou il a été au pouvoir. Quelqu'un, selon ses compétences, selon son intégrité, on vote pour la personne pour qu'il soit député en son nom propre. Cela serait vraiment une grande avancée pour les Africains. Daouda ? Oui, parce qu'en plus, il y a quand même rapidement une harmonisation à faire. Il y a je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le Parlement de la CEDEAO. Alors, vous avez ici le Parlement panafricain. Il faudrait harmoniser tout ça quand même. On ne peut pas avoir des parlements régionaux, un parlement africain. Le chemin est encore long. Et au Togo, l'exercice du budget 2016 tire à sa fin. L'Assemblée nationale s'apprête donc à voter la loi de finances 2017. Et en 2016, les prévisions budgétaires en recettes connaissaient une hausse de 16,4% par rapport à 2015, contre un accroissement de 21,15% en dépenses. Une situation qui ne permettrait pas une croissance à deux chiffres. Voyez donc ce reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. L'Assemblée nationale togolaise, en votant en 2015 le budget 2016, avait établi les recettes à 962,7 milliards de francs CFA et 1002,16 milliards pour les dépenses, soit un besoin additionnel de plus de 39 milliards de francs CFA. L'association Veille économique, dans un rapport publié en septembre 2016, estime à 16,4% les allocations accordées aux travaux publics, 13,1% pour l'éducation nationale, 7,71% pour l'agriculture et 5,6% pour la santé. Nous avons constaté, après plusieurs analyses, qu'il faut optimiser davantage l'allocation budgétaire qui a été effectuée pour l'exercice 2016. En ce sens que les montants qui sont alloués à un certain nombre de départements, notamment départements de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, auraient dû être optimisés davantage. Nous venons d'avoir la validation de la baisse de notre taux de croissance économique pour l'exercice 2014. Nous estimons que s'il n'y a pas une autre réorientation des allocations budgétaires, en tout cas une optimisation de cette allocation budgétaire, par rapport à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, nous risquons de rentrer probablement dans une récession en 2015-2016. En 2016, le déficit budgétaire représente 371,76 milliards de francs CFA et selon les statistiques, le déficit budgétaire du Togo entre 2006 et 2015 s'est creusé d'environ 223 milliards de francs CFA. Nous estimons au jour d'aujourd'hui que pour le budget 2017, il faut voter un budget à un niveau qui permette au pays de faire un taux de croissance de 2 chiffres. Et nous estimons le niveau de ce budget à 1859 milliards, avec le budget de la santé qui passerait par exemple à plus de 222 milliards, le budget de l'éducation nationale qui passerait à 275 milliards et le budget de l'agriculture à 246 milliards. Le gouvernement togolais, avant la fin de l'année, va soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi de budget exercice 2017. Sur la période 2016-2018, le pays veut atteindre un taux de croissance d'au moins 6,2%. De la répartition des allocations budgétaires dépendra donc l'atteinte de cet objectif. Gracien, récession pour le Togo, c'est ce que semblait craindre le président de l'association Veille économique. Partagez-vous ces craintes ? Je ne partage pas ces craintes parce que c'est un pays avec une économie qui commence à être très solide, très endetté, mais en même temps, il y a une certaine volonté. Ils ont beaucoup investi au niveau des infrastructures. Ils mettent beaucoup d'argent au niveau de l'investissement et aussi, je pense, ils mettent aussi du côté social parce que quand on lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'on donne les moyens de consommation pour la population. Daouda, craignez-vous, vous pour votre part, que le Togo ne tombe dans la récession ? Non, je ne crains pas cela. Et là-dessus, je rejoins Gracien parce que les indicateurs ne sont pas si mauvais que ça. L'inflation est maîtrisée, le chômage n'est pas si énorme par rapport à d'autres pays. Je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Et puis, quand
quand on entend l'autorité qui a parlé dans le reportage, ils disaient qu'ils veulent faire un budget qui permet d'atteindre une croissance à 2 chiffres. Alors bon, pour moi, la récession, c'est une croissance négative. Là, l'écart est tellement énorme, je pense que ce n'est pas l'objectif des autorités. Et je crois que ce budget est assez ambitieux, mais tout n'est pas de projeter un budget, de faire un budget qui permette d'avoir une croissance à 2 chiffres. Il faut trouver les ressources, parce que si on ne trouve pas les ressources, il y a 2 alternatives principalement, l'aide publique au développement et l'endettement. Et l'endettement, ce n'est pas forcément terrible tout le temps. Daouda, merci. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée à la Guinée équatoriale. Merci de votre fidélité et à demain.